Hello tout le monde. Est-ce que par hasard vous avez regardé cette vidéo ? Il s'agit d'une interview qui est postée sur la chaîne Légende et qui interviewe un Belge qui se prétend psychopathe. Vous vous en doutez, ça a attiré mon attention et donc j'ai regardé. Et là j'ai eu un léger souci. Pour que vous le compreniez, je vous mets cet extrait du tout début de la vidéo. Toi, tu as été diagnostiqué, tu vas nous expliquer, chez le psychologue, on en parlera tout à l'heure. Tu as été diagnostiqué psychopathe. Alors le terme... Vous voyez le problème, non ? Bon, allez, je suis sympa, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est bon, vous l'avez ? Il explique être diagnostiqué par son psychologue, mais ce n'est tout simplement pas possible. On confond souvent les différents métiers entre psychologue et psychiatre. Il y a aussi psychanalyste, mais on va le laisser de côté pour aujourd'hui. Le psychologue, c'est quelqu'un qui est diplômé d'un master en psychologie, donc des études de 5 ans, tandis que le psychiatre est lui un médecin, donc une dizaine d'années d'études, qui se spécialise dans la psychiatrie. C'est un docteur en psychiatrie. Et donc, il n'y a qu'un médecin qui peut poser un diagnostic, donc uniquement le psychiatre. Le psychologue ne peut pas poser de diagnostic. Il peut avoir une opinion sur une pathologie de son patient, de son client qu'il reçoit, mais dans ce cas-là, il l'oriente vers le spécialiste. Maintenant, vous comprenez, j'imagine, pourquoi ces premières secondes de la vidéo m'ont fait tiquer. Parce que déjà, c'est faux. Et c'est dommage d'ailleurs parce que l'équipe de Légende précise bien au début de la vidéo qu'ils ont interrogé le psychologue qui a diagnostiqué. Le psychologue n'a pas la compétence pour déterminer si cette personne est psychopathe ou non. Avant que j'oublie d'ailleurs, j'ai vérifié, c'est les mêmes règles en Belgique. Non, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y avait une différence de termes, mais a priori non, la répartition des rôles est la même en Belgique. Et en même temps, ça aurait été étonnant. J'ai donc continué à écouter cette vidéo d'une oreille un peu critique, vous vous en doutez, et j'ai regardé les commentaires en dessous de la vidéo. Et là, c'est le festival. C'est-à-dire que on a des personnes qui croient dur comme fer qu'effectivement c'est un psychopathe, on a toutes les personnes qui pensent que c'est juste un gros mytho, qu'il est venu là pour se faire mousser, se faire connaître, etc. On a des professionnels de la santé qui donnent leur avis en fonction de leurs expériences, enfin bref, c'est un grand n'importe quoi. Et face à ce joyeux bordel, l'idée qui m'est venue, c'est de réfléchir à est-ce que cette personne, alors certes, mal visiblement diagnostiquée, mais est-ce que ça pourrait être réellement un psychopathe, en fonction de ce qui est dit et des critères qui sont fixés. Parce qu'on peut avoir un mauvais diagnostic, mais un bon résultat quand même. Et donc pour le savoir, eh bien j'ai fait des recherches sur ce sujet qui est la psychopathie. Et là je pose un énorme disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis même pas psychologue, ce n'est pas mon domaine d'expertise, c'est un domaine qui m'intéresse et sur lequel j'ai fait des recherches, mais je ne prétends pas ici poser un diagnostic, ni même donner un avis qui dépasse ma propre personne. C'est-à-dire que là, je ne suis pas médecin. Ceci étant rappelé, eh bien, je vous propose de plonger un petit peu dans cette notion de psychopathie et d'essayer de voir si ça colle à ce personnage. Ça vous dit ? Eh ben on est parti. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il faut essayer de définir ce que c'est que la psychopathie. Et là, je vous le dis d'emblée, eh ben, c'est pas si simple. Psychopathie, cela vient du grec psyché, l'esprit, et pathos, souffrance, changement accidentel. C'est donc un trouble de la personnalité qui touche environ 1 à 4% de la population. Si on trouve des traces de ce trouble dans des écrits de Théophraste, dans la Grèce antique, on ne s'y intéresse réellement qu'à partir du 19e siècle. En 1801, Philippe Pinel, médecin français aliéniste, est spécialisé dans les prémices de la psychiatrie. Il étudie des patients qui ont des agissements impulsifs, autodestructeurs, sans pour autant avoir de troubles du raisonnement. Depuis longtemps, on parle des aliénés, notamment des patients qui ont des abolitions du discernement et qui peuvent être dangereux. Ici, Philippe Pinel remarque que ces patients sont maîtres de leurs pensées et appelle cela la manie sans délire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychiatrie, la manie correspond à un état mental qui est caractérisé par des degrés d'humeur, d'irritation ou d'énergie anormalement élevés. Il ne faut donc pas la confondre avec le sens courant de manie qu'on utilise aujourd'hui pour parler d'une habitude. Il faudra attendre 1909 avec un neuropsychiatre de Berlin qui s'appelle Karl Birnbaum et qui parle de sociopathie, un comportement qui sortirait des normes posées par la société. Nouveau saut dans le temps jusqu'en 1941, avec un ouvrage important, celui d'Harvey M. Cleckley. J'adore ce nom.
Ce psychiatre américain écrit Le masque de la normalité. C'est le fruit de son travail d'observation de psychopathes, notamment dans le milieu carcéral. Il va alors décrire 16 types de psychopathie. Et dans le monde entier, la prise en compte de la psychiatrie évolue. Si on se contentait d'enfermer les aliénés auparavant, les médecins se concentrent désormais sur la compréhension des troubles mentaux, leurs conséquences et les possibilités de traitements éventuels. C'est dans ce contexte que le 16 octobre 1844, une conférence a eu lieu à Philadelphie avec 13 professionnels de l'hospitalier et de la psychiatrie. Ensemble, ils décident de créer une association, Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane, qu'on va abréger AMSAII. Le nom change une première fois en 1892 pour devenir l'American Medico-Psychological Association, et ce pour permettre aux médecins assistants qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques de devenir membres de cette association. Et finalement, on a un dernier changement de nom en 1921, le nom actuel, l'Association américaine de psychiatrie, qu'on appelle AAP. L'AAP va publier un ouvrage majeur dans ce domaine, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qu'on appelle surtout aujourd'hui DSM. Le DSM est actualisé régulièrement et il parle des personnalités psychopathes, sociopathes, antisociales. Mais c'est surtout dans sa 3e version, qui sort en 1980, qu'on intègre la notion de trouble de la personnalité antisociale. Pour cela, les membres de l'association se fondent sur les travaux de Clay pour définir ce trouble. Enfin, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on réalise une classification internationale des maladies, la CIM, qui reprend un diagnostic qui ressemble à celui du DSM. On a donc un trouble identifié, mais qui n'est pas clairement défini comme psychopathie. On utilise beaucoup de mots pour le définir, notamment l'antisocial. J'en profite pour vous donner la différence entre psychopathe et sociopathe. Là-dessus, les avis des experts semblent diverger. On a certains experts qui pensent que le trouble est lié à l'environnement, à la société dans laquelle on vit et une incapacité à s'y adapter. Et on parlerait donc de sociopathe. Pour d'autres, ce trouble est multifactoriel. On a la biologie, on a la génétique, on a l'environnement, l'hérédité, on a plein de choses et donc on parlerait plus de psychopathie. D'autres, enfin, vont faire une distinction selon les comportements qui sont adoptés par le malade. Dans les deux cas, on aurait un trouble de la personnalité asociale, mais on aurait des distinctions sur ce que ça donne ensuite. Pour les psychopathes, on aurait des personnes qui seraient sans peur, qui seraient incapables d'accepter les normes sociales et qui auraient donc des comportements impulsifs, voire dangereux. Alors que pour les sociopathes, on aurait uniquement des personnes normales, mais qui auraient quand même du mal à s'adapter. Mais on n'aurait pas de comportement dangereux. Ça serait l'environnement qui aurait causé leurs troubles, alors que ça serait plus héréditaire du côté des psychopathes. En résumé, on aurait le même trouble à la base, mais certains utiliseraient soit l'origine du trouble, soit les comportements qui y sont associés pour distinguer ces deux termes. Vous le comprenez, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas, a priori, de consensus vraiment établi sur la définition, sur les critères et sur les causes de ce trouble. Et donc plein de théories se sont développées sur les origines de cette pathologie. Et je vais pas rentrer dans le détail à fond parce que c'est vraiment technique, que c'est pas mon domaine et que là, les chances que je dise une bourde sont astronomiques. Mais je peux quand même vous donner quelques petites informations. Ce que j'ai compris de mes recherches, c'est que certains pensent que cela vient de l'évolution de l'enfant. Les psychopathes n'arriveraient pas à déterminer les bons objets et les mauvais objets. Objets au sens de choses ou personnes en interaction avec le sujet. Des études ont été menées pour identifier le lien entre une enfance maltraitante, malheureuse, non disciplinée, et l'apparition du trouble, tandis que certains se sont penchés sur des facteurs génétiques héréditaires. Notamment, un problème concernant le gène SLC6A4, qui est responsable du transport de la sérotonine, l'hormone du bonheur, pourrait être en lien avec ce trouble. L'avancée de la recherche médicale a aussi permis de travailler en neurosciences avec les IRM réalisés sur les patients. Des tests permettent donc de vérifier la présence ou l'absence de réaction cérébrale à certains mots ou images violents, avec des aires cérébrales qui ne s'activent pas par exemple. On a aussi pu chercher un lien entre une malformation des différentes parties du cerveau pour essayer de trouver une origine à ce trouble. Ce qui ressort de ces études, en gros résumé, c'est que les psychopathes ne ressentent pas l'empathie,
et réagissent moins aux signaux de peur ou de détresse. Par contre, on a pu mettre en évidence la théorie attentionnelle de la psychopathie. Si un sujet malade se concentre sur les émotions des autres, il peut arriver à activer les mêmes régions cérébrales que les personnes saines, sauf pour la question de la souffrance. Donc un psychopathe serait en capacité de simuler les émotions d'un point de vue cérébral, en partie du moins. Si ce point en particulier vous intéresse, je vous invite à regarder un reportage qui a été sorti sur Arte en 2008, qui s'appelle « Je suis psychopathe », tout un sujet, et dans lequel un reporter va suivre un homme qui s'appelle Sam Vaknin, qui se présente comme un ancien délinquant repenti, qui est narcissique et qui est même psychopathe. Et tout l'objet de ce reportage, c'est de l'accompagner dans le cadre de son diagnostic, en fait. On a différentes étapes, à la fois médicales, psychologiques, psychiatriques, pour essayer de déterminer si, effectivement, c'est un psychopathe ou pas. Et dans ce reportage, on voit notamment les tests cérébraux qui sont passés sur lui ainsi que son épouse pour comparer les deux cerveaux, les deux réactions, notamment aux stimuli, à certaines images, à certains sons violents et la réaction à la peur. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, ce reportage, il a un peu vieilli, mais ça reste quand même très intéressant à voir. Bref, la recherche avance dans ce sujet et on a plusieurs pistes qui pourraient expliquer la cause de cette pathologie sans avoir une piste unique. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'à ce jour, on n'a pas de traitement contre la psychopathie. Maintenant qu'on a parlé de la définition du trouble, qu'on a essayé de se pencher sur les origines, comment on pose un diagnostic en pratique ? Pour le faire, on va se fonder sur des critères qui ont été posés par les différents experts, les médecins dont je vous ai parlé avant, et notamment les travaux de Cleckley. Dans les années 1940, on a un docteur canadien de son état qui s'appelle Robert D. Hare, qui va se pencher sur ces travaux et les approfondir. Il crée ce qu'on appelle une échelle de la psychopathie révisée, qu'on va appeler PCL-R. Il va en résulter de ce test une note sur 40, et à partir de 30, on est diagnostiqué psychopathe. Dans ces critères, on va prendre à la fois les comportements antisociaux en réaction aux normes sociales, mais on va aussi regarder tout ce qui est gestion ou même ressenti des émotions. Sauf que ce test, il est critiqué et notamment à cause de son origine. Je vous l'ai dit, au début, les travaux sur la psychopathie se sont fondés principalement sur des détenus, sur des personnes qui étaient identifiées comme dangereux et qu'on a identifiées ensuite comme psychopathes. Donc on avait un panel de critères possibles, mais liés uniquement aux délinquants. Et en faisant cela, on exclut ce qu'on a appelé par la suite les psychopathes performants, c'est-à-dire ceux qui se sont intégrés dans la société, qui ont réussi à utiliser leur psychopathie comme un avantage finalement, un avantage social, pour s'intégrer et obtenir des postes très élevés. Ces personnes-là, on ne les retrouve pas en détention, et pour autant, ils peuvent être psychopathes. En réaction à ces critiques, on va donc créer en parallèle l'inventaire de personnalité psychopathique, le PPI. On se base cette fois-ci sur des critères beaucoup plus généraux et on prend moins en compte le côté délinquant criminel. Le PPI a été révisé, donc on a le PPI-R qui reprend 154 critères. On utilise donc aujourd'hui ces deux tests, le PCL-R et le PPI-R pour diagnostiquer. Et ce qui ressort de ces tests, c'est des critères généraux principaux que je vous donne. Comportement impulsif et irresponsable. Manque d'empathie et de profondeur émotionnelle, grand sentiment d'estime de soi, comportement manipulateur et trompeur, absence de remords ou de culpabilité pour leurs actes, mensonge et malhonnêteté chronique, comportement impulsif et de recherche de sensations fortes, agression et antécédents de violence, manque de responsabilité et rejet de la faute sur les autres, difficulté à nouer et à entretenir des relations. Alors, il faut toujours nuancer les résultats de ces tests qui sont des tests papier, des questionnaires qu'on remplit. Ça ne remplace pas une étude et une observation du patient, des discussions avec poussées. Il faut du temps pour poser un diagnostic. C'est pas uniquement un questionnaire qui va donner la réponse. D'ailleurs, si vous voulez faire un test en ligne, vous avez la possibilité de le faire. Dans la vidéo de légende dont je vous parlais, on a dans la description le lien vers un test qui est fondé sur les travaux de R dont je vous ai parlé. J'ai personnellement testé et je ne suis pas psychopathe. Mais j'ai quand même des critiques sur ce test parce que, en fait, je trouve qu'il n'est pas forcément bien fait. Attention, ici, ce n'est que mon avis, mais en gros, dans ce test, on a 3 possibilités. Soit c'est absence, soit c'est
partiellement, soit c'est totalement. Pour résumer, c'est des questions avec 0 points, 1 point, 2 points. Et il y a une description du comportement, et donc soit on n'est pas du tout d'accord, soit un petit peu, soit totalement. Et surtout, la façon dont les questions sont posées me dérange un peu, parce que c'est, je vous le mets à l'écran, les questions, je trouve qu'elles sont quand même très orientées, c'est-à-dire que on peut facilement dire qu'on est psychopathe en répondant oui à tout, c'est-à-dire qu'on coche 2 partout, on sait qu'on aura un résultat positif. On coche non à tout, on sait qu'on aura un résultat négatif. Il n'y a pas vraiment de nuance et je trouve que les questions sont quand même orientées connotées négativement. Alors, c'est peut-être mon impression, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, je vous laisse faire le test aussi et me dire vos résultats, mais en tout cas voilà, dites-moi si vous avez cette même impression sur le test, sur la façon dont c'est tourné. Ce qu'on voit notamment dans le reportage d'Arte dont je vous ai parlé, c'est que c'est des questions qui sont quand même un peu plus larges, un peu plus ouvertes et avec cette absence de jugement dedans, qui rend, je pense, le test plus fiable. Cette fois-ci, c'est un test sur 24. La population générale obtient 1 ou 2, et on observe que les détenus et les psychopathes obtiennent au moins 13, 14, voire plus. Avec toutes ces informations en tête, j'ai donc repris la vidéo de Légende pour comparer les critères à ce qui est dit par ce Belge. On a pas mal de critères qui sont quand même remplis. On a le côté mise en avant, mise en spectacle, valorisation, côté narcissique, tout ça, on est en plein dedans. Mais il s'en cache même pas, ça fait partie de lui. Il le dit, il recherche des sensations fortes de façon saine en se mettant en avant devant un public sur YouTube. Ça aurait un aspect thérapeutique et il présente tout au long de l'émission les différents mensonges qu'il a pu formuler dans le cadre de sa vie. Les points qui ne sont pas vérifiables par contre, ce sont tous les aspects impulsifs, les réactions qui pourraient être violentes, la délinquance éventuelle. Il parle de violence qu'il a pu causer sur des autres camarades ou des animaux, des choses comme ça, mais c'est pas possible de le vérifier déjà rien qu'en l'écoutant, et le discours est aussi noyé par le côté spectaculaire. C'est compliqué de savoir s'il veut juste faire le show, se mettre en avant en donnant des détails croustillants, ou si c'est juste la réalité de ce qu'il a vécu. Au regard des critères qui sont fixés, il pourrait parfaitement être un psychopathe. Il explique que son enfance a été malheureuse et qu'il avait surtout un grand-père qui aurait visiblement été comme lui. Donc on pourrait avoir un terrain héréditaire qui expliquerait cette psychopathie. Pour les relations, il explique qu'il n'a pas beaucoup d'amis, qu'il n'aime pas le contact physique, il est vraiment dans son coin, ce qui rejoint aussi certains critères. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est un discours et qu'on a quand même beaucoup d'incohérences. D'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo Légende, il y a quelqu'un qui s'est amusé à lister toutes les incohérences, tous les discours qui ne collent pas, et il y en a quand même un paquet. Il explique qu'il n'a aucun ami, il parle ensuite de son meilleur ami. Il dit qu'il n'a aucune relation, il arrive à nouer une relation avec sa psychologue. Il n'a pas d'empathie, pas de sentiments, pas de tristesse, il est triste quand son chien meurt. C'est surtout quand il parle de sa famille, finalement, qu'il trahit des émotions. Alors, est-ce que ce sont des vraies émotions ou est-ce que ce sont des émotions qui ont été, entre guillemets, apprises avec le temps parce que c'est censé être la norme et qu'il s'est adapté? C'est possible aussi. Ce qui me fait quand même tiquer, c'est le fait qu'il ait créé un compte Instagram uniquement pour se présenter comme le psychopathe passé dans l'émission Légende. Ça rejoint le côté narcissique, ça c'est certain, le côté mise en avant, le côté utilisation des autres comme des pions, mais est-ce que c'est le comportement habituel, normal d'un psychopathe? Je ne sais pas. En conclusion, on a donc beaucoup de critères qui pourraient laisser penser qu'effectivement c'est un psychopathe. À la fin de la vidéo, il va faire le test de R dont je vous ai parlé, et évidemment, il pète les scores. Mais évidemment, je reprends les critiques que j'ai faites juste avant. Alors, est-ce qu'il est psychopathe ou est-ce que c'est juste un bon menteur? On ne le saura pas, seul un psychiatre peut le dire, après une analyse poussée de son comportement, des discussions avec lui et beaucoup de temps. Mais ce que je retiens, c'est que ma première réaction en écoutant cette vidéo, en me disant « c'est un sacré mytho », eh bien finalement, on peut quand même la nuancer en regardant un peu les critères, en regardant ce qui est dit dans la science et en le comparant à ce qu'il raconte lui dans la vidéo. C'est finalement un sujet qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser et sur lequel il faut se garder d'avoir des jugements hâtifs. Alors, est-ce que vous connaissiez la psychopathie? Les définitions, les origines, un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous laisse aussi me donner votre avis sur la vidéo de Légende si vous l'avez vue. Si vous allez la voir après, venez me dire ce que vous en avez pensé. Et puis aussi, si cette vidéo, cette analyse, vous a intéressé.
Pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant de plonger un petit peu dans ce trouble et d'essayer de trouver les origines, d'expliquer. Ça a été un vrai travail de recherche et ça m'a beaucoup plu. Donc si vous aussi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des pathologies, des troubles que vous voulez qu'on regarde un petit peu ensemble, qu'on découvre ensemble. Ça sera avec plaisir. Sur ce, je vous abandonne pour aujourd'hui et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!